Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour un numéro de Funeste Fret. Oh, tout ce qu'il y a, si ça vous dit, tout ce qu'il y a de plus simple, improvisé, ayant eu une semaine quelque peu difficile à titre personnel, sans rien dire de l'arrivée toute récente mais fracassante de la chaude saison. On va dire ça. Alors aujourd'hui, j'avais surtout envie, le petit texte que vous allez entendre dans quelques secondes, il est vrai aussi, mais j'avais surtout envie, en priorité, c'était une lettre. Oui, vous faire la lecture d'une lettre à sa tante d'un jeune homme de 18 ans, issu d'un milieu, il est vrai, qu'on s'autorisera à dire alors quelque peu privilégié, socialement, oui, d'un jeune homme de 18 ans à l'adresse de sa tante en 1953, alors qu'il se trouve à Londres. À ce que j'ai pu comprendre, il s'était fait recaler, comme on dit, au bac, et sa famille l'avait envoyé refaire son année, sa préparation, partant à Londres, où on l'entendra tout à l'heure, à Londres, où notamment il sera élève du lycée français londonien. Et c'est l'auteur qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Alors, le fragment que j'ai choisi en ouverture de ce funeste fret de notre auteur, et je vous donne les références, ça ne tardera pas dans le courant de notre 35e numéro. Attention, je tiens à... Oui, en guise d'avertissement, ce texte de 1969, et pour sa part de 1969, est rédigé dans un style dont on pourrait trouver de nos jours la formulation quelque peu brutale, mais je vous prierai, c'est pas interdit de se rappeler ce qu'il en est du métaphorique, je ne dis pas du second degré, alors on y va. Mai 1968, liturgie immense, noces mystiques de la pédale absolue et des miels empoisonnés, des grandes décadences. Nos forces vitales, il faut l'avouer, traumatisées par ce goût du retour au primitif, à une barbarie de femme. D'autant qu'il n'y avait pas seulement consternante prétention des étudiants comblant le vide de leurs pensées par un tourbillon d'actions désordonnées, il y avait ruée des maîtres à leur basque. Lors de la rupture de mai, c'est le Parti communiste français et autres tenanciers des centrales ouvrières qui, à Paris, ont arrêté l'aventurisme et la subversion d'esprit international. En Italie, Allemagne et le comble en URSS. Ce n'est plus la classe ouvrière qui, en Occident, constituerait le cheval de Troie de la subversion extérieure, mais les minorités agissantes, les marginaux de Marcuse, représentant les nouvelles contradictions internes d'une société de consommation en expansion, minorité dont la destinée s'oppose en termes de génération, de répartition, d'appartenance ou de conscience. Viendront le sexe et la religion, car les contradictions internes du monde occidental vont être de moins en moins objectives dans le sens marxiste du terme et de plus en plus spirituelles ou intérieures à mesure que cette société éliminera ces contradictions matérielles par la rencontre d'une nouvelle technologie dans l'organisation des biens et d'une informatique totale. D'une informatique totale. Voilà, ça va pas tarder, hein. Les références du bouquin, dans quel bouquin ça se trouve, ce texte, dans quel essai de son auteur, si on peut se risquer, oui, si tant est qu'on pourra se risquer à le classer dans une catégorie, et je pense que dans l'absolu, ça restera dur comme ça l'était déjà à l'époque de sa publication.
Par Dominique Dourroux, oui, texte de Dominique Dourroux et vous entendrez la lettre, qu'il avait rédigée, l'une des nombreuses lettres rédigées à l'adresse de sa tante qu'il aimait beaucoup, chez qui, à ce que j'ai pu comprendre aussi, il lui arrivait de se rendre en séjour assez fréquemment, dans sa jeunesse. Une des lettres à sa tante Gabriel, vous l'entendrez en fin de numéro, c'est que cette semaine, je me suis rendu compte, en effet, figurez-vous, un bouquin dont j'ai fait l'acquisition à sa publication immédiatement en 2007. Faites le compte, oui, ça fait déjà comme un paquet d'années, on peut dire. Ce recueil de correspondances, qui va apparaître à l'écran dans quelques secondes, c'était sous la direction de l'excellent Jean-Luc Barré, oui, excellent historien et essayiste, qui a écrit sur le général de Gaulle aussi, notamment. 2 ans après sa biographie, la première biographie complète de Dominique Deroux, le provocateur, chez Fayard en 2005, 2 ans après, chez le même éditeur, il avait pris la tête de ce premier recueil de correspondances des lettres choisies s'étendant de ses 18 ans en 1953 jusqu'à son décès en 1977. Dominique Deroux avait vu le jour en 1935, contemporain direct de Feu mon père, du père de votre serviteur. Et oui, avant de vous montrer la couverture, vous l'aurez saisi, il ne lui aura pas été donné d'aller, terriblement loin. Il n'avait pas atteint les 42 lorsqu'il s'éteint. Nous étions le 29 mars, oui, le 29 mars 1977, et il y avait comme oui, un mauvais sort, pour sûr, sur le plan médical, quelque chose qui les suivait, les rattrapait de génération en génération et qui faisait qu'il ne leur était pas donné d'aller trop loin au-dessus, des 40 ans. D'ailleurs, Dominique, il avait perdu 2 de ses frères cadets, dont un très peu de temps, avant son grand départ à lui, en 76. 2 de ses frères cadets et c'est clair qu'elle est là, elle est omniprésente, toute son œuvre d'écrivain et je le dis ici entre parenthèses, il ne faut pas le voir comme certains sont parfois, tentés, comme quelqu'un ayant joué un rôle important sur le plan éditorial en tant qu'éditeur et animateur littéraire, même si ça sonne terriblement plat, mais comment arriver à donner, quel terme choisir avec une contenance satisfaisante pour ça, à l'heure où, oui, on nous la ramène sans cesse avec cette notion, vous savez, sur cette plateforme, en premier lieu, et pas seulement sur cette plateforme, avec cette notion d'influenceur. Alors quand je parle, moi, au sujet d'un oui, de pareils personnages, pardon peut-être, quand je parle, d'un animateur, de la vie littéraire, oui, pas il ne faut pas le voir comme un éditeur, à qui ça arrivait d'écrire, des livres aussi, de temps en temps. Il faut le voir comme ayant été, sur toute la ligne et éditeur, animateur littéraire, partant éditeur et écrivain. Mais j'y reviendrai dans un autre numéro. Peu, je pense, se seront arrangés pour, sacrifier, oui, pas mal de choses, il me semble, dans le cours de leur existence à elle, à la littérature et c'est clair que l'idée de la mort chez lui est omniprésente. Elle me revient constamment d'une façon que je me risquerais à désigner là comme et sous sa plume, étonnamment prolifique. Alors, sur ce qu'il a pu apporter à la littérature de son temps, au monde éditorial, à toutes ces dynamiques qu'il a pu insuffler, je pense que j'aurai l'occasion de refaire un jour un numéro, comme je pense l'avoir déjà fait il y a un petit temps, comme j'en avais consacré un aussi en hommage à son fils qui nous a quittés lui aussi assez rapidement.
Oui, beaucoup trop tôt, pour sûr. Il y a quelques années, l'éditeur, Pierre-Guillaume Deroux, dont, ce n'est certainement pas trop m'avancer là non plus, que de dire, qu'en tant qu'éditeur, pour sûr, il avait pour sûr repris le flambeau. Je reviendrai sur son rôle, dans la vie littéraire de son temps, dans la création, notamment de ces fameux, oui, il en a été le créateur, l'artisan premier de ces fameux cahiers de Lerne, toujours tellement, appréciés par les amateurs de littérature. Je referai un numéro, sur, son parcours à la fois en tant qu'éditeur et en tant qu'écrivain, et si ça vous dit, je pourrais revenir aussi sur le parcours, ultérieurement, sur ce que fut le parcours de son fils, dont j'ai tout de même, oui, le genre de personnage, là aussi, comme il en avait été avec Dominique, qui ne fera jamais vraiment l'unanimité, je le sais, mais sur qui il sera toujours intéressant de se pencher, notamment si l'on est désireux d'acquérir des clés de compréhension sur le parcours de la littérature contemporaine française, depuis les lendemains, oui, pour sûr, depuis aussi bien avec le père qu'avec le fils, hein, en regard de ce qu'ils ont pu dire, animer, écrire, publier, éditer, rééditer, des clés de compréhension de cette littérature française contemporaine depuis les lendemains immédiats de la libération, de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est promis, on y reviendra. Vous allez entendre cette lettre à la tante Gabrielle. Si vous vous permettez, avant de vous donner, car j'aimerais bien tout de même quelques balises, quelques recommandations pour aujourd'hui au sujet de notre auteur, hein, vous n'avez pas vu la et vous allez la voir, la couverture de ce recueil de correspondances au titre très éluardien, hein, si je peux encore me permettre, sans trop non plus m'avancer, là non plus, encore Dominique Deroux, «Il faut partir», correspondance 1953-1977. Avec en couverture, oui, c'est, peut-être que certains d'entre vous habitués au voyage ou qui connaissent, ou qui auront tout simplement reconnu, c'est Lisbonne, bien entendu. Oui, Lisbonne, ce Portugal, mais on y reviendra, et qui a exercé bien plus qu'un simple attrait sur, sa personne, sur son œuvre, sur son action, à partir d'une époque. Lisbonne en couverture, Il faut partir, la correspondance de Dominique Deroux. Oui, j'ai réalisé que si j'avais lu sa biographie qui vient, à l'écran dans quelques instants, si j'avais lu sa biographie par Jean-Luc Barré, ça arrive dans le cours d'une existence, de lecteur aussi, ça m'était complètement sorti de la tête. J'ai réalisé que je devais toujours en faire la lecture et je l'ai attaqué au début de cette semaine. Je suis pour ainsi dire arrivé au bout et je ne regrette décidément pas, c'est Fichtrement, c'est décidément très bon, et le livre en soi, ne serait-ce que par la qualité des textes qui ont été regroupés sous la direction de Jean-Luc Barré, et ça peut être, si, je ne l'ai pas encore dit, et tant pis si je me répète, ça peut être, une ouverture. Oui, il a intitulé un de ses livres à un moment, notre auteur, «L'ouverture de la chasse», eh bien cette correspondance peut-être, je dis bien, j'insiste sur peut-être, une ouverture à son univers pour un auteur, il est vrai, assez peu évident à aborder. Mais avant d'y revenir, une petite parenthèse au sujet, de notre émission. Oui, de notre funeste Fred. Vous savez, je le disais à quelqu'un il y a quelques jours, ça devait être, ça ne m'arrive pas, souvent de m'exprimer, plus beaucoup en tout cas, mais c'était sur un chat et je faisais cette confidence.
C'était à l'adresse, ben, il s'appelle, j'en profite pour le profiter car le brave garçon a passé je m'autorise simplement à l'appeler garçon parce qu'il m'a j'ai pu comprendre qu'il était mon cadet de quelques années, alors je me permets, mais voilà, façon de parler et je le remercie encore. Merci à toi, Marquis. Oui, le brave a passé son temps à me concocter quelques petits trailers pour quelques-uns de nos numéros précédents. C'était bien sympathique et lui ici, sur cette plateforme, il fait plutôt dans une veine, très sarcastique, on peut dire ça. Marquis, hein, il ne viendra pas, il ne me contredira certainement pas sur ce point. Ça fait bien 2 numéros que je dois le remercier pour, ses petites contributions bien sympathiques à notre aventure et je m'en voulais, hein, de l'avoir oublié, plus d'une fois et je me rattrape ici. Encore merci pour tes petits trailers, Marc. Alors, oui, bah, au sujet de notre funeste Fred, j'ai connu, je lui faisais à Marquis cette confidence que, à notre camarade que, heu, j'ai, oui, au sortir de l'enfance. Oui, on peut dire ça ici. Au sortir de mon enfance, nous étions à une époque et j'ai connu ça, la création d'un poste émetteur dans une activité radiophonique ou dans une activité annexe. Ça vous rappellera peut-être à vous aussi des souvenirs, si vous êtes de ma génération ou de mes cadets de quelques années à peine, comme lui, hein, où l'installation d'un émetteur radio, comme ce qu'il m'a été de donné de connaître au sortir de mon enfance, c'était une entreprise qui oui, qui tenait quelque part, elle avait quelque chose de prodigieux sans rien dire du fait que ça ne faisait pas très longtemps que ça ne tombait plus non plus sous comme on avait pu le connaître en Grande-Bretagne avec les fameuses stations de radio pirates en mer, hein. On en reparlera un jour si vous le voulez, de ça, si ça vous intéresse comme théma. Il y a de bons livres là-dessus. Ça ne tombait plus. La création d'un émetteur radio, comme ce que j'ai connu, ça ne tombait plus sous le coup de la législation, mais ça tenait alors pour une entreprise, oh ben, quelque part un petit peu privilégiée aussi, entre guillemets, toute mais voilà, que vieux et on les met ou pas les guillemets ici? Voilà que vieux, en somme, oui, en somme, je me retrouve dans un monde où on a décidé que chacun, désormais, pour pas grand-chose, matériellement parlant, pour pas grand-chose, voire, pour rien, pouvait devenir son propre émetteur et en faisant le choix que ça, on ne le ferait, pas même, dans un premier temps, oui, en passant par le stade de la radio, hein, si on devait se donner des balises, chronologiques radio, télé. Non, c'était directement, hein, pour le faire, si j'ose dire, oui, nous concernant, si j'ose dire, dans la télévision et je ne sais pas trop ce que je dois penser, de ce vis-à-vis que je viens d'évoquer avec vous. Vous savez, ce n'est pas la première fois que je le dis, ma présence sur cette plateforme résulte uniquement ça tient uniquement au fait qu'il m'a été, donné, de faire et de commencer assez jeune, vous l'aurez compris, de faire de la radio étant plus jeune et j'ai également exercé aussi dans l'enseignement, principalement à destination de publics adultes en langue maternelle et puis il y a mes rapports particuliers avec les bouquins. Je rappelle que je n'ai aucun titre, style, docteur en lettres, ou licence, en philo-linguistique, en philo romane, philologie romane, rien de
Rien de cette espèce, hein, oui, agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, c'est ce qui était écrit sur mon diplôme à la fin de mes études supérieures. On appelle ça comme ça chez nous dans notre petit royaume, AESI. Voilà, alors vous faites le choix ou pas, hein, si ça vous dit, car en poussant à fond la logique de l'intelligence artificielle, on ne doit plus avoir besoin ni de présentateurs et dans l'absolu, pas davantage plus davantage, d'influenceurs, hein. Si on a la possibilité d'avoir accès à tout, si on partage, cette croyance, hein. On en parlait aussi dans un de nos numéros précédents, cette croyance en l'IA, hein, à supposer qu'elle ne soit pas, comme l'a dit, Slobodan Despot, un oui, quand il voyait ça comme un symptôme de la bêtise ambiante, quelque chose pour sûr dans le genre, hein. Si on fait ce pari qu'il ne faut pas voir dans la croyance en l'IA un symptôme de cet ordre, eh bien, plus besoin de présentateurs, plus besoin d'influenceurs, plus besoin d'aiguilleurs, de personnes pour venir vous donner telle ou telle recommandation. Par exemple, sur le plan des bouquins, il faut croire que si vous suivez quelqu'un sur cette plateforme, quitte à déplaire peut-être aussi là, mais c'est mon sentiment, si je pousse au bout d'un moment, si je pousse à fond la dite logique, tout n'est plus qu'une question de capital de sympathie que vous pourriez m'envoyer à tout autre, à tout autre intervenant sur cette plateforme ou à moi et vous décidez en fonction que, pour ce qui est de vous retrouver, en ce qui nous concerne une fois par semaine, oui, pour ce qui est de nous retrouver toutes les fins de semaine dans Funeste Fred, vous m'accordez assez de sympathie et de capital de confiance à la fois pour venir me retrouver, me voir comme quelqu'un qui pourrait un petit peu, ne fût-ce qu'un petit peu, ne serait-ce, oui, que vous servir d'aiguilleur dans certaines directions avec les livres. Alors je suis en train, par rapport à cette question d'émetteur, est-ce que dans le fond, hein, oui, tout le monde devenir son propre émetteur? Et est-ce que ce que vous avez devant vous, première fois ou pas, pour vous, est-ce qu'on peut considérer que c'est la radio, que c'est l'émetteur, que je me suis mis que je me suis fixé pour objectif d'aller, dans ce sens, de vous servir une radio, un émetteur, voilà, c'est l'émetteur de ma bibliothèque, Funeste Fred, pas sûr. Je n'en suis pas, tout à fait convaincu parce que si c'était vraiment le cas, alors je vous assure que, j'aime bien de temps en temps me présenter comme, certainement pas youtubeur, hein. Je ne me mets pas dans le lot, si vous permettez, entre guillemets. Heu, en outre, aucune ambition, aucune intention sur le plan de la monétis le de d'une quelconque monétisation de nos numéros et pour ceux que ça embête, qui viendront encore, râler avec ça, le fait que, je puisse faire de la publicité dans mes numéros pour des éditeurs, du privé, eh bien, moi, j'ai toujours été habitué à fonctionner comme ça, avec le goût des bouquins, du papier sous les doigts, sous mes yeux. Oui, sous les doigts comme sous les yeux, le goût de ce qui est tout à fait palpable, en la matière. Je n'irai pas jusqu'à dire non. Mais si vous voulez voir les choses comme ça, allez-y, ne vous retenez pas. Le fétichisme du bouquin, de l'objet livre, si telle est votre intention. J'ai été habitué à vivre comme ça, alors ce serait très dur pour moi d'y renoncer. Comme de ne plus lire que sur un écran, d'ordinateur, hein, dans l'informatique, hein, comme il était dit en début de numéro avec ce fragment post 68 de Dominique de Roux et on y revient bientôt à lui, et oui, si ça vous embête que je fasse de la publicité, même de façon indirecte aux éditeurs en général,
contemporain en général, c'est outre que j'ai toujours été habitué, je ne demande voilà, coupons court, ça ne me poserait pas de problème, que ça disparaisse, que ça en vienne à disparaître, ce secteur d'édition privée, mais, si, cet univers-là qui, viendra à la place est pris en charge, par, quelques-unes ou quelques-uns, comprenez, ces quelques-unes ou quelques-uns-là, si c'est pris en charge par ceux-là, que j'ai pu entendre sans réclamer, alors là, je crois qu'on est mal barré, hein, et que oui, ça risque de déjà, ça risque de prendre un petit temps pour arriver à, comprenez, des résultats palpables. Alors un émetteur, pardon, une radio, une télévision, comme vous voulez, de la bibliothèque de votre serviteur, certes non, car si c'était le cas, franchement, moi qui aime bien me présenter comme chroniqueur, allez, optons pour, le chroniqueur de livres le plus impossible et le plus improbable, sur cette plateforme, qui vient jouer sur cette plateforme en matière, d'impossible, pour ne pas dire d'improbable. Si vraiment, je faisais ça, oui, télé Fred, télé bibliothèque de Fred, en mode funeste ou pas, dans l'appellation, je vous assure, oui, ce serait vraiment, mais vraiment impossible. Mais je vous dis pas impossible, non. Et pour tout vous avouer, je pense que davantage encore, oui, comment dire ça? Davantage encore que de vous présenter des bouquins, vous donner envie de lire des livres bien précis, tel ou tel titre, tel ou tel auteur, précis, c'est, quitte à paraître prétentieux, j'en sais rien, j'en sais rien, mais au besoin, je dis bien au besoin, vous ramener vers, de meilleurs sentiments ou exercer sur vous, à l'époque des influenceurs, alors on dira exercer sur vous oui, que vous puissiez vous sentir au bout d'un moment investi par sur vous, quelque influx, mmh, magique peut-être, allez, sans trop déconner, on se risque, et qui pourrait vous ramener à de meilleurs sentiments envers, au temps où nous sommes, envers ce qu'on nomme la littérature comme, le mot que je n'apprécie pas trop, dont je n'aime pas trop me faire le porte-étendard, hein, mais, mettons comme envers les auteurs, les livres en général. J'en profite pour dire qu'il y a des registres, bien sûr. Je voulais faire quelques petites, précisions avant de, terminer tout doucement au sujet avec Dominique Deroux, sur, notre contenu, la bande dessinée, il n'y en aura jamais vraiment il n'en sera jamais, question dans tous nos numéros, hein. Je me suis déjà expliqué, j'en ai pas mal parlé dans mes vies antérieures, dans l'audiovisuel. Au temps où je rêvais de toute une série de concepts, auxquels on a d'autres, avec infiniment de talent depuis. On donnait forme sur cette plateforme depuis, tous ces concepts auxquels je rêvais autrefois, mais à une époque où perso, je ne disposais pas, pour ça du visuel, mais ça a été fait par d'autres, et tant pis pour moi, et surtout tant mieux, dans l'absolu, comprenez. Alors la bande dessinée, ce sera uniquement lorsque ce sera, surtout prétexte pour moi à, vous évoquer des souvenirs. Oui, si ça vous dit, des souvenirs dans ce milieu, des rencontres avec des auteurs, certaines expériences, perso autour du 9e art, et les bouquins, oh, on va pas dire les livres commerciaux, allez, les best-sellers, les bouquins à succès, de l'heure, de littérature, grand public. Lorsque j'en parle, c'est, en rapport avec un point de théma bien précis, pour illustrer. Là, oui,
Ça nous est déjà arrivé et ça pourrait encore bien, sans jugement de valeur particulier sur le coup, hein, à l'adresse de ces bouquins. Hein, c'est vrai, c'est pas ma tasse de thé et ce ne sera jamais, je viens de vous expliquer pourquoi, ma priorité. J'aimerais bien, hem, tant qu'à faire, je le dis aussi, consacrer de plus en plus de numéros à un bouquin ou un auteur en particulier et peut-être davantage encore. Dites-moi, le cas échéant, ce que vous en pensez. C'est pas interdit en comment. Davantage de livres et partant d'auteurs oubliés, hein, ou des publications un peu plus insolites aussi. Bref, je pense que ça ira pour ça aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous dire en passant. Dites-moi, hein, par rapport à ce point que je viens d'évoquer, comme un peu par rapport à tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à réagir en partie commentaire. Oui, si je m'efforce, je m'efforce de vous proposer une certaine gamme, une certaine, on parlait d'une sélection de lettres tout à l'heure, alors une certaine sélection d'ouvrages. Je m'efforce de faire de mon mieux, semaine après semaine, de varier, hein, d'être le moins. Je n'ai pas du tout le sentiment en venant ici, vous retrouver, je n'ai pas du tout le sentiment d'un quelconque égocentrisme, d'être de quelque manière, pas même par rapport à mes goûts personnels. Ils font partie, du bazar, il est vrai, mais ils ne donnent pas nécessairement le là, croyez-moi, surtout. Et dans l'hypothèse où c'était la première fois que vous tombiez sur nos modestes contributions à cette plateforme, voilà, ça vous aura aidé peut-être à comprendre ou même, hein, dans l'absolu encore, hein, que vous nous suiviez depuis un moment, depuis longtemps ou pas, que vous êtes, voilà, abonné ou parmi nos habitués de longue date ou pas, ou venant de nous découvrir. Je pense que tout cela, c'était bon à préciser, ou pour certains points, à rappeler. Ce serait impossible si je faisais, oui, ce serait impossible, si c'était franchement, ma, bibliothèque. Il est vrai que notre auteur, j'y reviens, Dominique de Roux, n'est pas des plus évidents à présenter, à faire passer, dans son profil, son parcours, certaines réputations, certaines légendes qu'il a pu contribuer à propager, à laisser derrière lui. Il est vrai, hein, à lui, que son premier biographe, le premier à lui avoir consacré une biographie totale, Jean-Luc Barré avait d'abord surnommé le provocateur, avant, au moment de la, oui, sa biographie en grand format, il y a 20 ans, déjà 20 ans, en 2005, par Jean-Luc Barré-Dominique. Il avait appelé ça Dominique de Roux, le provocateur. Et c'est sorti après en petit format et c'est toujours disponible dans la collection. Je mets les références en partie description pour l'édition de poche, où là, le provocateur il a rebaptisé l'homme des extrêmes. Et si vous allez lire cette biographie, vous comprendrez mieux de quoi il en ressort, oui, de quoi il en ressortait par rapport, qu'est-ce qui lui a valu d'acquérir cette réputation d'homme des extrêmes, fasciné par les extrêmes en littérature, en priorité, j'ai envie de dire ça, tout de même. Et le texte, le fragment autour de 68 que vous avez entendu en ouverture, c'est oui, car je dis toujours quand je parle de lui, je ne vais pas vous dire ruez-vous sur ses bouquins, hein. Il est aussi important, il est à voir, pour sûr, comme ayant été aussi important, en tant qu'éditeur, qu'en tant qu'écrivain.
Et il est très difficile, il sera très difficile de séparer les 2. Mais, je ne sais pas si je vais vous dire, si, vous n'en aviez aucune idée, jamais entendu parler jusqu'à présent, si je vais vous dire d'aller vous ruer sur ces livres. Il m'arrive même de temps en temps de le définir, de le voir, de me demander si ce n'était pas, dans le fond, s'il n'a pas fait partie de cette catégorie, tout à fait particulière de ce que je vois comme, je me risque encore, un écrivain pour écrivain. Non pas à prendre dans un sens, élitiste ou moins encore sectaire. Non, hein, ne pensez pas, mais on comprendra beaucoup plus vite où il veut nous emmener à partir du moment où on aura quelques expériences, communes, arriver ou non à quelque chose, arriver ou non à, ce qu'on pourrait se laisser aller avoir comme, des résultats ou une esquisse de résultats dans ce domaine, celui de l'écriture. Et des fois je me demande s'il n'a pas d'abord été et s'il n'est pas d'abord à envisager, et surtout dans une époque, comme la nôtre où j'ai aussi cette sensation hélas de plus en plus, hein, et oui je ne cesse de le déplorer, de le regretter, ce clivage qui se creuse entre ceux qui auront eu encore dans leur parcours, leur formation, un rapport, particulier, leur rapport particulier au pluriel à eux avec les bouquins, avec le livre. Je ne dis pas nécessairement avec le livre imprimé et les autres sur qui je ne juge absolument en rien. Mais cette sensation de clivage, elle est là. Alors oui, pour sûr, des fois, je le vois comme ça, où je me pose simplement la question, est-ce qu'il ne faut pas le voir comme un écrivain de cette catégorie, rare des écrivains pour écrivains? Et on dit parfois, la même chose, on dit de Léon Bloy de nos jours qu'il serait de plus en plus, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, je ne dis pas que c'est nécessairement, mais c'est ce que j'entends souvent dire, qu'il en irait également de plus en plus, en tout cas dans ce contexte où nous vivons, il en irait de plus en plus aussi comme ça pour l'ami Léon Bloy. Alors, vous pouvez, ceci dit, toujours, si vous ne reculez pas devant des petits bouquins à l'écriture assez échevelés, hein, assez particuliers, conceptuellement, comme on va dire, indéfinissables, alors vous pouvez essayer, mais à vos risques et périls, hein, dit, oui, sur le ton le plus amical, à vos risques et périls. Vous pouvez peut-être vous procurer en 10-18 en occasion, si vous mettez la main dessus en occasion, sur, peut-être a-t-il été réédité, j'irai vérifier, s'il est disponible en neuf, je le mets aussi en description. Maison jaune de 1969 en 10-18 chez Christian Bourgois. C'est là-dedans qu'on trouvait le fragment entendu sur l'après 1968 de Dominique de Rouy, ce livre tout à fait particulier, franchement indéfinissable. Je le montre, ce sera, ça vaudra mieux. Alors oui, déjà, conceptuellement, on peut envisager que ce qui la couverture, vous avez un texte, c'est une lettre, la reproduction d'une lettre de Jean Paulhan. L'auteur avait demandé à Jean Paulhan qui était, Catherine, ou on l'appelle également Karine, Pozzi. On en parlera un jour d'elle, et Paulhan lui avait répondu dans cette très belle lettre qui ce n'est pas qu'une vulgaire, entre guillemets, «reproduction», hein, ça va beaucoup plus loin, par rapport à l'ensemble, vous l'aurez, parfaitement saisi. Et si vous aimez les j'ai dit les écritures assez échevelées, assez fragmentées, hein, et intégrant, conceptuellement toujours, ce qu'on pourrait désigner comme des collages d'illustrations, si je la retrouve, oui, avec la fameuse page de Lille. Oui, à un moment donné, dans le bouquin, hein, il y a des on peut voir ça comme ça, pourquoi pas, des échappées,
vers une dimension un peu plus ésotérique. Je suis hors d'atteinte, je suis sur l'île rocheuse et vous avez cette publicité. Vous voyez, je ne sais pas si c'est terriblement bien apparu, mais c'est pour vous dire, il y a des illustrations qui surgissent, si là et ici, il s'agissait d'une publicité pour Sweet Afton, des clopes de Virginie. Et Maison Jaune, je vous dis, Paulan, la lettre de Paulan, en couverture, et au dos, il avait écrit ceci qui est, je crois, fondamental si on souhaite approcher cet auteur. Alors, je vous le lis. Le dos de couverture. Dominique Doroux écrivait depuis Stendhal jusqu'au crétin colibrisant de certains textes à la mode. Le roman français n'a jamais été qu'un roman de classe, roman d'une classe, de la naissance et du déclin lent de la bourgeoisie. Elle se ruait sur le vide, prenant la fin d'un monde pour la fin du monde et de son roman. Ça, c'est très important à saisir. Oui, un monde qui oui, une littérature qui avait pris pour, quand il entreprendra à partir d'un moment dans sa vie, l'analyse critique en somme, de cette littérature qui avait vu comme la fin d'un monde, si pas la fin du monde, la fin du monde qui l'avait produite. Alors, Maison Jaune, sur Maison Jaune proprement dit, il nous raconte, et vous verrez la façon et la maîtrise avec laquelle, car oui, cet art franchement pas donné, d'arriver à faire s'entremêler à la fois des considérations sur les grandes composantes de l'histoire traversée par l'auteur et celle de sa vie intime, de sa vie personnelle, de sa vie d'écrivain, sans jamais il faut y aller sans jamais se prendre le pied là-dedans. Alors il disait de Maison Jaune, oui, il disait de Maison Jaune qu'il aura été la dernière station où je m'endormis sur mes enfances que j'aurais vécues en rêvant, aventurier des chambres vides. Je me réveillais, servi par le hasard, au milieu du camp du drap d'or de l'histoire. Le camp du drap d'or de l'histoire, dans sa biographie, vous verrez en effet, mais j'y reviens après. Oui, je me réveillais au milieu du camp du drap d'or de l'histoire, ouvert à tous. Le monde d'après la fin de la bourgeoisie et de ses classes. Vieille société. Le monde qui vient universellement hâtif, c'est encore nous, rêvant de nos maisons, de nos destins, à mesure qu'ils s'écroulent déjà sur le passage de la ligne du monde nouveau, la vie errante. Il était écrit rue Barbet de Jouy, et alors, quelle importance! Pourquoi vous donneriez-vous la peine d'entrer, même si toute l'histoire est là? Tout le secret, que la vie est toujours toute la splendeur. Et Dominique Doroux écrivait ceci en 1975 pour la réédition, l'édition en petit format de Maison Jaune. Si vous lisez sa biographie par Monsieur Jean-Luc Barré, vous comprendrez, vous irez voir, en effet, vous verrez qu'à partir de 1970, il va de plus en plus s'éloigner des milieux littéraires pour donner une, une toute autre orientation à partir de là à sa vie. Et certains qui l'ont bien connu disent qu'à partir de là, il est devenu comme une autre personne avec des mais nous y reviendrons aussi car oui, ça prendrait trop de temps, il y aurait beaucoup de choses à dire, on aura l'occasion, je l'espère. Et si ça vous dit, la manière dont ces activités ultérieures, oui, ce qu'on pourrait voir comme ces engagements avec des aspects parfois assez, il est vrai, cocasses, où là encore, il y a de quoi susciter certaines interrogations à partir de quel moment, comprenez à partir de quel moment en matière
sur le plan de la géopolitique, par exemple, est-il à prendre ou à ne pas prendre spécialement au sérieux, hein, ou comment? On y reviendra. Les aspects plus que certains voient comme plus occultes de son parcours à la fin de sa brève existence, mais vous aurez saisi qu'il, oui, il aura eu le temps d'en faire assez bien pour la littérature et tout de même aussi sur le plan de sa propre production, même s'il ne laisse pas, quantitativement parlant, on ne peut pas parler d'une production colossale, mais très, oui, très, comment dire, Mmh, très incroyablement topique, par rapport à son rôle et par rapport à un certain message que lui aura voulu, infuser, hein. Oui, le choix des thèmes de ses livres, pour ça était tout de même incroyablement bien, c'était très bien ciblé et assez incroyablement topique, nous dirons, en regard de ça. Alors la lettre pour clôturer, je pense que vous avez tout vu au niveau des bouquins. La lettre dans le recueil de correspondance, là, on a un jeune homme de 18 ans. Si ça vous dit, moi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en début d'ouverture, ma langue, je l'apprends et je la réapprends chaque jour que les dieux font, hein. Et si, si vous ressentez au besoin, je dis bien au besoin comme une envie similaire, hein, bon, on ne sait jamais si, dans l'absolu, si ça peut faire du bien. Cette lettre que j'avais utilisée aussi à un moment, je me suis gouré de bouquins, pardonnez-moi, oui, il me faut la la correspondance. J'avais donné ce texte, une partie de ce texte, comme dictée il y a longtemps. Oui, il y a longtemps maintenant. Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi et on se retrouve dans moins d'une petite semaine. Voici la lettre. Oui, le post-it a foutu le camp, mais c'est pas grave, on va très facilement retrouver notre lettre. Permettez quelques secondes. 1953 à Londres. Je vérifie. Mhm. Pardonnez-moi. Oui, oui, il fallait que le jour où on arrivera à faire quelque chose de tout, oui, de rondement mené, eh bien, si on est en mesure aussi de le prévoir, de vous le faire savoir à l'avance, on fera comme ça. Oui, il faut remonter plus tôt. Oui, voici. 20 octobre 1953, Dominique Doroux, 18 ans, à Gabriel de l'Estapie. À Londres, de gros nuages se traînent sur un horizon rétréci, laissant tomber au passage leur cargaison d'eau, et c'est une pluie pénétrante, une pluie entre les trombes équatoriales et le crachin de Brest qui, depuis ce matin, fait dans les gouttières le bruit de quelqu'un qui mâche du caoutchouc. Je suis parti au lycée, sous la coquille éphémère de ma gabardine, et au bout d'un moment, l'eau s'est effrayée des chemins subtils par le cou, glissant le long de mon col royal qui s'ouvrait aux éléments humides comme une rose au soleil, comme une bouche d'air, et a accompli le circuit complet de ma personne, indéfiniment, éternellement, comme un écureuil dans sa cage. J'étais comme une maison sans toit, comme l'autruche. En dernière instance, j'ai demandé à un Chinois l'hospitalité de son parapluie qu'il portait fièrement au-dessus de sa tête, comme un champignon vénéneux. Il pleut ainsi depuis 3 jours. C'est une pluie spéciale, une sorte de prodigalité à la manière antique. Le ciel fait sous lui, la nature tourne en eau et les premières feuilles d'automne se détachent des arbres, encore verts, comme des langues de chat. Je suis ravi d'être à Londres, que j'aime en tant que ville et que vie.
Et j'aime aussi les Anglais et leur tempérament. J'habite dans une villa entourée d'un jardin dans le Grand Londres. Ici, ce n'est pas la vie urbaine, mais la vie de village. Une vie calme et paisible, une vie comme j'aime. L'intérieur est remarquable, propre, avec partout les cheminées anglaises et cette atmosphère typiquement britannique. Je suis seul avec la propriétaire, femme d'une cinquantaine d'années, très bien, et qui a perdu son mari il y a 2 ans. Il était colonel dans l'armée de terre. Je vais au lycée français où règne une vie de famille et où je ne trouve pas encore cette distance fantoche entre l'élève et le professeur. Je déjeune sur place et reviens le soir dans ces bus à 2 étages qui se doublent et manœuvrent si audacieusement et si harmonieusement. Je suis bien nourri. J'affectionne particulièrement le breakfast du matin et ma coutume au gigot à la confiture ou à la sauce à la menthe, aux sauces préfabriquées qui encombrent la table et dont certaines ont la force d'un cheval vapeur. Au fromage, avec la branche de céleri cru, le lait remplace le vin et je suis imbibé de thé comme une éponge. J'arrive à en boire jusqu'à 10 ou 11 tasses par jour. Aussi le soir, je prends la forme d'une gigantesque théière et tombe dans une somnolence utopique. Une somnolence utopique où mes rêves prennent la forme d'une feuille de thé. Seuls les gâteaux n'ont aucune prise sur moi. Les babas sont en éponge, les religieuses apostasiées, les fruits d'amour empoisonnés et l'éclair n'est que l'avant-coureur des orages internationaux. Les crèmes sont plébéiennes et doivent pardonnez-moi, nous terminerons sur ce. Vous pouvez essayer sous forme de dictée, vous verrez à quel point ça peut faire du bien également par rapport à pas mal de choses sur le plan orthographique. Oui, on va s'en tenir là, comme j'ai dit, qu'on respectait un certain, proportionnellement, en moyenne, un certain timing entre 35 et 55 minutes désormais. Alors, je reprends oui, l'affaire des pâtisseries, car c'est un tour de force, hein, tout de même. Seuls les gâteaux n'ont aucune prise sur moi. Les babas sont en éponge, les religieuses apostasiées, les fruits d'amour empoisonnés, et l'éclair n'est que l'avant-coureur des orages internationaux. Les crèmes sont plébéiennes et doivent rendre aux chlorotiques leur belle couleur, ou mettre un terme au martyre de l'obèse. Merci à vous et à bientôt.